Je suis sûre que vous êtes friands d'entendre tout de suite nos invités autour de cette table ronde, 3 hommes. Didier Vescovi, le maître des lieux, le directeur général du Palais des Festivals. Merci de l'accueillir et de l'applaudir. Bonjour. Notre deuxième révolutionnaire, c'est Gad Veil, le directeur général de Place Grand Public du groupe La Fonderie. Merci de l'applaudir aussi. Allez, venez Gad. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est un grand révolutionnaire aussi. Et enfin, François Guérino, le président, directeur général d'FG Design, qui est l'un des co-organisateurs de ces rencontres In Today's. Voilà, la main en l'air, le poing en l'air. Installez-vous, messieurs, bonjour. Alors, on va parler révolution. Et je vais m'asseoir à côté de vous, allez voir. Voilà, très bien, on va parler révolution. La révolution, c'est vrai que vous êtes tous les trois de grands patrons. Vous avez une centaine, 150, 250 employés sous vos ordres. Et aujourd'hui, on l'a vu pendant ces rencontres In Today's, la technologie, il y a une frénésie technologique. Comment on fait aujourd'hui pour être révolutionnaire? Je vais commencer par vous, Gad Veil, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas forcément, vous êtes sur l'un des projets les plus révolutionnaires à l'horizon 2024, des Jeux Olympiques de Paris. Vous faites du chemin qui va entre Paris et l'aéroport Charles de Gaulle un immense champ d'agriculture, c'est ça? D'agriculture urbaine, oui. Être révolutionnaire, en fait, c'est un qualificatif qui a un autre mot qui pourrait avoir comme synonyme être curieux, garder la curiosité de sa jeunesse ou de son enfance et être tous les jours en train de se dire qu'est-ce que mon métier, mon équipe, mon agence ou mes équipes ou mes agences peuvent avancer, proposer demain non pas de révolutionnaire, mais de suffisamment nouveau et pétillant pour que l'environnement, que sont nos publics, nos clients, nos commanditaires, les collectivités locales, les politiques se disent « Waouh, ce métier-là bouge ». Ces gens-là ont une vision de quelque chose en train de se construire. Oui, mais entre le côté pétillant et le grain de folie, la marche est très faible, non? Le jour où le côté grain de folie sera plus fort que pétillant, il faudra m'enfermer. On peut être... Il y a des moments où on est incompris. Vous êtes pas à votre premier défi. Vous aviez aussi fait des Champs-Élysées à Paris, un immense champ de blé, c'est ça? Racontez un peu vos prouesses. Il y a des moments... Alors là, oui, on avait été incompris, puisque le jour où on est arrivé avec les 250 camions qui allaient poser le champ de blé sur les Champs-Élysées il y a 29 ans, le commissaire de police est venu nous voir en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» On dit « Mais on a l'autorisation du préfet de police. » Et il a dit « Ah, mais il vous l'a donné parce qu'il pensait que c'était impossible. » Oui. Donc oui, il y a des fois on est incompris, mais maintenant les gens pensent à nos âges et avec les cheveux un peu blanchis sous le harnais qu'on est à peu près capable de faire ce qu'on promet. Mais... Parce que malgré tout, je reviens sur le champ de blé, ça a été fortement plaidé, plébiscité, même par la population. Il y avait beaucoup de monde, finalement. La force de l'événement de rue, comme on le crée avec mon équipe, c'est que le public nous suit. Et quand l'opinion publique vous suit, alors les politiques vous suivent, l'administration vous suit, les médias vous suivent. Il faut avoir l'opinion publique avec soi. La révolution, peut-être la plus grande de demain, c'est que, je le dis pour tous nos amis, les Gilets jaunes, ils ne nous ont pas appelés pour faire leurs événements, hein. C'est nous qui sommes en retard d'une révolution, en fait. Les Gilets jaunes, ils sont dans la rue tous les jours en France, dans beaucoup de villes. Ils ne nous ont pas appelés. Ils n'ont pas appelé le patron du Palais Congrès pour savoir s'il pouvait faire quelque chose à Cannes. Pourtant, ils ne t'ont pas appelé pour faire des décors. Ils ne m'ont pas appelé pour faire une mise en scène. Ils ne nous ont pas appelés. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on est capable d'inventer, nous, dans le grand débat national, comme forme événementielle, pour nos commanditaires, entreprises ou collectivités locales ou l'État, qui soit à la hauteur des enjeux de la société en mouvement. Et c'est ça, nous, on doit être à l'avant-garde du travail, de la réflexion, de l'inventivité, pour dire la société va bien ou va mal, elle se pose des questions, comment, pour nos collaborateurs, nos équipes et nous-mêmes, on est en phase avec ce bouillonnement et comment on le traduit en action événementielle ou en action touristique, en tout cas, qui crée de l'attractivité pour tous les acteurs d'un modèle économique entre événements et tourisme. C'est ça, Didier, c'est le côté être disruptif avant les autres. Ici, au Palais des Festivals, vous recevez près de 54 événements par an, sachant qu'il n'y a pas juillet et août. Ça fait plus d'un événement par semaine. Vous avez un rythme effréné, une réputation internationale. C'est ça aussi, il faut être au devant, parce que c'est pas seulement le Festival de Cannes ou les rencontres In Today's. Vous avez des concerts, de la musique électronique, vous avez une palette assez éclectique. C'est ça aussi, être à la pointe. Je ne sais pas si c'est être à la pointe ou pas. En tout cas, je pense que pour rester attractif, il faut surprendre. Et ça, dans tous les domaines, je veux dire, y compris dans sa vie personnelle. Donc,
ce qu'on s'applique à soi-même, on essaie de l'appliquer à une destination, à un lieu comme celui-là. Effectivement, nous, c'est 54 événements dans l'année, plus 85 spectacles très variés. Ça va du théâtre, en passant par la musique classique, au cirque, au cirque nouveau, à des concerts, enfin, de la musique électronique, etc. Et donc, l'idée, c'est de surprendre et d'être authentique aussi, parce que ce qu'on aime, c'est déclencher des émotions. Et je crois qu'une des idées fortes sur les 3 derniers jours aussi, c'est on n'est plus en train d'essayer de vendre quelque chose, parce que ça ne marche pas. Hein. Frédéric Bredin, sur une autre conférence à côté, vient de dire, enfin, je l'annonce pour ceux qui ne l'ont pas écouté, c'est que la publicité est morte. Et je crois qu'il a raison, vraiment. Qui regarde encore la pub aujourd'hui, qui se laisse imposer, je dirais de façon consciente, des messages publicitaires. Donc aujourd'hui, on ne peut convaincre que par l'émotion. Est-ce qu'on déclenche une émotion ou est-ce qu'on ne la déclenche pas? Et si on la déclenche, les gens nous suivent. Et y compris dans le management, tout à l'heure tu as dit sous vos ordres, je déteste ce mot-là. Voilà, Pardon. Non, mais tu ne le savais pas, donc tu es pardonné. Il travaille avec vous. Il travaille avec nous, pour nous et pour la destination. C'est-à-dire que je pense que chacun en soi doit avoir un événement déclenchant qui fait qu'il se lève le matin et qu'il a envie de venir et qu'il a plaisir à travailler. Enfin, le travail, c'est pas uniquement au sens premier du terme, au sens étymologique du terme, la souffrance. Il faut que ce soit un plaisir. Et donc, mais ils suivent une directive quand même. Ils suivent vos idées à vous, qui sont justement de une vision. diversifier. Moi, j'essaie de leur transmettre une vision. Qu'est-ce que doit être le Palais des Festivals dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Comment on doit travailler avec nos clients? Comment on doit les accueillir? Comment doit être la destination de Cannes? Voilà. Moi, mon rôle, c'est de partager une vision. Une vision qui se nourrit aussi de la leur, c'est-à-dire que moi j'écoute mes partenaires, les socioprofessionnels, les hôteliers, mes clients, voilà, et cette vision elle doit être nourrie en permanence, et quand elle change on la communique, et puis on essaie de la faire partager le plus largement possible, de façon à entraîner les gens avec nous, et non pas leur donner des ordres ou des directives, parce que personne aime recevoir des ordres et des directives. François Garino, c'est le cas chez vous aussi, chez FG Design. Vous avez un bureau à Paris, mais aussi un bureau à Cannes. Et il faut être visionnaire. On voit ici que justement, c'est pas un salon du tourisme, c'est des rencontres. Il n'y a pas de cloison. Vous cassez tous les codes. Oui, alors j'en ai cassé plusieurs parce que j'ai 40 ans de métier. Donc les révolutions, j'en ai connu. Les révolutions, effectivement, du design d'abord, bien évidemment. Après, on est passé par faire vivre des expériences. Aujourd'hui, on fait vivre des émotions. Donc, oui, bien sûr, on est au fait de ce qui se passe dans la tendance. Alors, la révolution, pour moi, c'est un peu l'explosion des tendances, de la tendance actuelle. Et de suivre nos clients, de suivre leur appétence pour tel ou tel élément qui va les mettre en avant pour défendre leurs marques, leurs idées, leurs solutions, etc. Et effectivement, dans ce côté un peu destructif là, que vous vivez, évidemment, pour nous, c'est aussi une révolution, puisqu'on est plutôt dans le design des salons, dans le design des showrooms, dans les retail, et là on est dans l'organisation des salons. Donc on s'est posé la question comment un salon un peu niche comme celui-ci pouvait avoir une certaine vie, une certaine convivialité, et que ça soit agréable pour tous, et bien sûr s'enrichir. Il y a des mots qui apparaissent, le collectif, coproduire, et je suis sûr que tous les gens qui ont participé à ce salon, donc vous tous, demain au débriefing, vont nous dire écoutez, faites ça, nous on aimerait bien que ça évolue aussi là-dedans. Donc c'est aussi écouter, on ne peut pas imposer, il faut aussi écouter les gens pour qu'on soit pile dans demain ou après-demain, donc l'année prochaine, qu'on soit pile dans le rendez-vous avec évidemment les transformations souhaitées par nos clients évidemment organisateurs, nos clients salons, nos clients visiteurs, pour que ça soit vraiment en phase. Et ça, je pense que c'est la révolution, c'est d'être effectivement à l'écoute et d'être pile dans la tendance, et la tendance mondiale, puisque aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure au pitch télé, petite interview. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est au niveau du monde. C'est-à-dire que le salon, aujourd'hui, c'est un émetteur. Et on va, grâce au réseau, grâce aux danseurs, grâce effectivement à la communauté, on va pouvoir étendre notre savoir et nos solutions à travers le monde. Peut-être qu'en ce moment, un Japonais nous regarde. Heureusement que le japonais nous regarde. On est d'ailleurs traduit en simultané, mais pas en japonais, en anglais. Mais Gad, vous confirmez ce que dit François. Il faut être à l'écoute, mais est-ce que être à l'écoute de ces tendances, de tous ces réseaux sociaux qui sont un outil peut-être de chaque client, est-ce que c'est pas trop d'informations? Comment on sait que votre projet, notamment d'agriculture urbaine pour relier l'aéroport de Paris à la capitale, forcément ça va marcher? Comment vous le savez? D'abord, on ne le sait pas, parce que si on le savait, on serait tous en
train de faire des choses que tout le monde sait et donc tout le monde le ferait. Non, c'est notre boulot, notre job de patron, mais le job aussi de nos équipes, c'est d'inventer un monde nouveau. Et en fait, on est à un moment de la société qui est passionnant. J'ai d'autres responsabilités comme président d'une association, et quelqu'un qui travaille dans cette association a écrit un livre, et elle a dit un jour dans une réunion, elle a sorti une phrase de Gramsci qui est exactement la période dans laquelle on est. Quand un monde s'éteint, quand un monde se meurt, avant que le nouveau monde arrive et surgisse, avant que le nouveau monde advienne, surgit des monstres. En fait, on est dans cet entre-deux-là. La société d'aujourd'hui se cherche, elle se cherche socialement, on le voit avec les Gilets jaunes, elle se cherche en matière de développement, elle se cherche en matière d'écologie, elle se cherche les débats politiques. On est entre nous, donc on ne va rien dire qui sorte de cette salle. Les partis politiques sont tous atomisés aujourd'hui. Est-ce que l'un d'entre nous dans cette salle pense qu'il y a un parti politique qui sait exactement ce qu'il va faire demain matin ? Qui sait ce qu'il va faire même dans 6 mois ou dans un an? Il n'y a aucun parti politique qui sait ce qu'il va faire dans un an. Il n'y a aucun... Tous les élus se posent 1000 questions. Nous, on n'a que la responsabilité des entreprises qu'on dirige. Le Palais Congrès, ta société, la mienne. Imaginons qu'il y a... nous rejoindre aussi. Il dirige une grande société. On a tous ces responsabilités. Mais les ministres, le président de la République, les patrons politiques, les patrons de partis... Venez nous rejoindre, puisqu'on parle d'événements, justement. Venez, Olivier Giroud. On peut l'applaudir aussi. Il va nous rejoindre, justement. Excusez-moi, Gad. Non, bien sûr. Voilà. Installez-vous, Olivier. Merci de nous rejoindre. Justement, on parle d'événements, on parle de révolution. Bonjour. Vous avez Gad à vos côtés, qui est Gad Veil, qui est en train de nous parler de son idée, qui est révolutionnaire quelque part. Oui, mais la révolution aujourd'hui, c'est que nous 4 qui sommes des chefs d'entreprise, nous avons en face de nous des hommes politiques, je suis en train de dire, des maires de ville, des présidents de région, des ministres ou même le chef d'État, qui voient la société en train d'exploser, non pas d'un sens négatif, en train de se poser 1000 questions. Et nous, dans cet environnement bouillonnant, où tant de questions douloureuses sont posées, qui va demander des réponses collectives nouvelles, on doit faire que nos entreprises demain, nos collaborateurs ont des métiers qui se réinventent sans cesse, qui s'adaptent aux nouvelles technologies, s'adaptent à une situation économique mondiale en désordre. Et nous, on doit tenir la barre de nos sociétés, de nos activités, en participant à une réflexion collective, parce que nos sociétés travaillent tous les jours avec tellement d'acteurs, politiques, économiques, entreprises, syndicaux, tous les jours, qu'on est au cœur de ce bouillonnement. Mais on est censé être légèrement inventif avec nos métiers. Nous inventons tous les 4 le monde, nous participons à inventer le monde, à le réinventer, parce que la force de nos métiers de l'événement, c'est qu'on est confronté à tous les publics, tous les jours, dans le monde entier, et ça nous apporte un flux d'informations qui nous permet de participer à notre modeste mesure à cette action, à cette vision d'un monde et comment on apporte notre contribution. Le monde, il faut le réparer. Mais là où François Guaino nous disait qu'effectivement, il y a l'outil digital dont on ne peut pas se passer, vous revenez et vous faites un parcours d'agriculture urbaine entre Paris et l'aéroport. Donc vous revenez finalement à des éléments qui ne sont pas très technologiques. On utilisera l'outil technologique parce qu'en mettant des capteurs dans l'agriculture urbaine, on utilisera moins d'eau, beaucoup moins d'eau, pas d'intrants, pas de phyto, et donc on sera dans l'écologie la plus pointue grâce à la technologie. Mais la technologie, ça n'a toujours été qu'un outil. Et avant Internet, il y avait le Minitel. Avant le Minitel, il y avait le téléphone bebop pour ceux qui ont mon âge. Mais à l'époque, on pensait que c'était la dernière technologie. Et je vous rappelle, enfin, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a 100 ans, des médecins dans un congrès médical extraordinaire ont dit « Le téléphone, c'est une invention terrible ». Pourquoi? Le téléphone analogique, hein. C'est une invention terrible, ça va rendre fou tout le monde. Les gens se parleront par téléphone, ils ne se parleront plus entre eux. Oui, là, on revient à ça. Olivier Giroud, je rappelle que vous êtes président, donc j'ai les veines. Giroud, pardon. Vous venez de nous rejoindre, merci. Vous confirmez que la technologie, le digital, c'est indispensable aujourd'hui? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Tout d'abord, je suis ravi d'être avec vous à Cannes, parce que c'est un plaisir. Je voudrais surtout vous dire que la technologie, elle doit être au service du produit et que ce n'est pas le produit qui doit être au service de la technologie. Et le message que les Gilets jaunes nous ont donné sur les carrefours, c'est qu'ils veulent tous se réunir entre eux et que les hommes et les femmes de ce monde ont besoin de se rencontrer entre eux. On a perdu le lien? Comment? On a perdu le lien? De toute façon, la baseline de notre groupe, nous, c'est « Bringing people together ». Et il y a 30 ans qu'on a ou 35 ans qu'on a cette baseline.
Je crois fondamentalement qu'il faut accepter que notre métier de l'événementiel, il est au service que les hommes et les femmes de ce monde se rencontrent. On est dans un monde qui est de plus en plus perturbé, on est dans un monde qui a de plus en plus besoin de rencontres, qu'elles soient politiques, au sens noble de la politique, le G7, la COP, ainsi de suite, au service du climat, au service du sport, avec de plus en plus de rencontres, de télévision. Et on se rencontre, je reviens du CIRA à Lyon, où on a fait 33 TGV de visiteurs de plus. Donc vous pouvez voir ce que ça donne sur une manifestation qui a 30 ans. 33 TGV, c'est 6 km de long. On peut faire en sorte que plus de femmes et d'hommes se rencontrent dans ce monde. La technologie, c'est un outil pour apporter. Alors on nous raconte dans des grandes phrases, je ne sais pas ce qui s'est dit avant ou après, que c'est la technologie, les réseaux sociaux qui vont révolutionner le monde. Moi, je m'excuse, j'ai fait 9% de croissance l'année dernière. On est dans 25 pays et 90 villes. La technologie, les réseaux sociaux, c'est un outil supplémentaire qu'on avait avec le Minitel au départ, qu'on avait avec le téléphone, comme vous disiez au départ, le télégraphe, et la flamme blanche du Vatican, c'est un outil de communication. Et je crois qu'il faut être simple. Il faut simplement, on nous a sorti la bulle Internet en disant que c'était la mort de l'industrie. La mort de l'industrie, elle est lorsqu'on vend des opérations qui n'ont pas de sens. L'industrie, c'est quand on met des hommes et des femmes ensemble pour inventer des nouveaux produits, faire en sorte que les robots soient au service du produit qu'on fabrique et que le robot, c'est pas quelque chose qui va tuer l'industrie, c'est quelque chose qui va permettre d'aller plus loin, d'aller opérer les gens, ainsi de suite. Donc pour moi, les réseaux sociaux, c'est véritablement quelque chose dont on a fondamentalement besoin. Hier, je ne sais pas combien de millions on a eu de personnes en ligne directe sur notre télévision qu'on a fait sur le CIRA, mais le fondamental, c'est que gardons notre bon sens et notre pragmatisme. Les manifestations vont continuer à se réunir. On gère 45 ou 50 parcs d'exposition, palais des congrès dans le monde. Tous nos chiffres sont en hausse. Alors justement, Olivier Guiraud, tout à l'heure, Didier Vescovi, qui dirige à côté de vous le palais des festivals ici, parlait d'une dimension... Belle maison. Et, ils ont plus de 54 événements par an. Je dis que c'est une belle maison. J'y travaille depuis, je crois, 35 ans. Voilà. Donc, alors c'est une belle maison. Il y a maintenant, vous dites que donc, effectivement, il y a l'outil digital, mais est-ce qu'il y a aussi un poids international qui n'est pas négligeable maintenant dans chaque événement? Mais de toute façon, le monde ne s'arrête pas à la porte de Cannes. Le monde, il est totalement globalisé aujourd'hui, avec des hommes et des femmes qui sont en permanence dans les avions pour se rencontrer. Donc Cannes, quand vous voyez le MIPIM, qui est une manifestation extraordinaire qui a été inventée par le groupe Reed Exhibition à l'époque, et que vous payez pour pouvoir entrer dans la manifestation, c'est bien la démonstration que les réseaux sociaux ne vont pas tuer cette manifestation. Cette manifestation, bien sûr qu'elle a un compétiteur, que ce soit à Paris ou ailleurs dans le monde, mais cette manifestation, elle vit parce que Cannes offre un produit qui permet aux hommes et aux femmes de se rassembler et de passer de bons moments ensemble. Quand je vois le 12 mars, je crois, le nombre de réceptions où j'ai été invité, je me dis que Cannes a toute sa chance de pouvoir se développer très fortement. Donc, si vous voulez, il faut surtout continuer à investir, faire en sorte, et ça, c'est le problème des parcs d'exposition, des palais des congrès, des palais des festivals, c'est offrir le plus possible des nouvelles technologies à travers nos immeubles, ainsi de suite, pour que les manifestations puissent être totalement dans l'air du temps et que chacun y trouve ce qu'il faut. Quand je vois aujourd'hui ce qu'il faut installer pour le Wi-Fi, pour le téléphone, ainsi de suite, parce que les gens s'en servent de plus en plus dans les connexions, je crois que ça doit être pareil ici, on a à fournir des outils qui soient pour que nos lieux soient les plus privilégiés. On a toujours dit le lieu fait la manifestation. Le lieu, quand on a la chance d'être à Cannes, je vous promets que nous, on gère 3 sites à Clermont-Ferrand, mais à Clermont-Ferrand, on a le sommet de l'élevage. Il est la plus belle manifestation agricole française aujourd'hui, on n'ose pas le dire à Paris, mais c'est la réalité, parce que les paysans, les vendeurs de matériel se sont tous retrouvés dans une zone où ils trouvent du sens à se retrouver. Et c'est comme le MIPIM ici. Vous voulez rajouter quelque chose, Gab? Oui, en fait, Virginie a dit un mot qui est curieux, mais qui est exact, qui est très exact. La notion de compétition. C'est que la différence aujourd'hui, c'est que nous faisons nos métiers depuis 40 ans pour toi. Moi, ça fait 38 ans, 40 aussi, donc on est à peu près de la même génération. Il faut qu'on se casse. Hein. Moi, 3 ans seulement. Toi, Il en est temps. Tu es le jeune. Mais nous avons aujourd'hui des concurrents qui sont dans le monde entier.
ou des confrères. Moi, j'ai fait des grands événements en Chine, avec des Chinois, à Paris, sur les Champs-Élysées ou en Chine. Ils savent le faire tout seuls, on en parlait tout à l'heure. Oui. Mais on doit inventer toujours plus. On doit créer toujours plus. On doit écrire des storytelling, on doit écrire des scénarios plus originaux. Et on intègre le multimédia, on intègre le digital, qui n'est, comme Olivier Ginon l'a dit, qu'un outil. Et les lieux, et nous tous, on doit être sans arrêt en train de réécrire. On doit prendre des feuilles blanches, que ce soit à la main, à la plume ou avec des ordinateurs, on doit écrire. Notre travail, c'est de réécrire sans arrêt l'histoire de nos lieux, de nos sites, de nos villes, de nos métiers, et les propulser vers l'avant, en intégrant ce que l'opinion publique cherche. Alors justement, le développement durable, l'écologie, une meilleure alimentation, aimer les autres, se faire aimer, se faire reconnaître, se faire apprécier. C'est la vie humaine a besoin de liens humains, et le digital n'est qu'un élément de plus. Voilà. À ce grand donc, je comprends bien, il faut être disruptif, il y a l'élément du digital non, pas disruptif, inventif. Inventif, innovant, il y a l'élément, on l'a bien vu, donc digital qui est un outil. On a bien vu aussi que vous parlez de l'internationalisation, de cette concurrence, mais qui aussi être une diffusion et une plateforme. Mais je voudrais qu'on vienne sur le côté fédéré. Parce qu'on le voit notamment à Cannes, on a l'impression que toute la population, toute la région, s'est jointe. Et à chaque festival qui est ici au Rencontre Today, dans la rue, j'ai croisé des Cannois qui connaissaient mieux que l'événement que moi, presque. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir le côté fédérateur. Vous confirmez, vous, chacun dans vos événements, Olivier Guiraud, Didier Vescovi, forcément, vous êtes à Cannes, vous pas aller les festivals. Mais vous, Gad, ou encore vous, François ? Oui, bien sûr, on confirme. La solution, même si on est un peu tous visionnaires, et tant mieux, et qu'on l'a peut-être prouvé dans le passé et encore aujourd'hui, oui, on a besoin des autres. On doit fédérer les gens à l'interne, chez nous, dans nos sociétés, mais aussi à l'externe. Voilà, et évidemment, on doit avoir... les réunir, tout simplement. Essayer de trouver les gens qui peuvent, évidemment, sur un projet, avoir une communication intéressante, avoir des idées intéressantes et coproduire. J'ai dit tout à l'heure, le collectif et la coproduction, aujourd'hui, vont être des mots... Alors, on a eu l'émotion, on a l'expérimentation, on a eu ça, bien sûr, ça reste. Évidemment, il faut être inventif, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de données qu'il faut, à un moment, se rassembler et de tirer, faire un brainstorming, et tirer, effectivement, des enseignements des uns et des autres. Je parlais de ce salon qu'on a monté. Bien sûr, il va falloir tirer des enseignements de ça, et ça sera sous forme collective. Tout seul, ça devient très compliqué, même si dans les entreprises, on a des bons, si on peut dire ça comme ça, mais c'est compliqué de ne pas tenir compte des autres aussi. Je voudrais juste vous dire une chose, c'est que c'est très difficile de faire un salon sur le tourisme. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un métier qui est en évolution sur sa commercialisation, sur son développement, qui est très compliqué, c'est le tourisme. Et c'est un challenge fort de faire une manifestation là-dessus. Et moi, je vous dis bravo de le faire, parce que de toute façon, il faut continuer à voir comment on va fédérer ces métiers autour du tourisme. Mais le tourisme d'affaires, aujourd'hui, quand vous parlez de comment ça va s'évoluer, mais c'est très simple. Il faut simplement faire en sorte que les communautés de personnes d'un métier puissent se retrouver, que ce soit très professionnel. On essaye de faire du professionnel mélangé avec du grand public pour faire de l'argent, c'est du pipeau. Et je veux dire, il faut faire du professionnel. Nous, on parlait dans la voiture en venant de l'aéroport sur le CIRA, sur le fait que est-ce qu'il y a du grand public dans les visiteurs? Il y a automatiquement du grand public dans le visiteur au CIRA, puisqu'il y a des chefs qui viennent le samedi et le dimanche avec leur famille visiter le CIRA, par exemple. C'est évident que quand vous avez 30 000 chefs, vous allez peut-être avoir 20 000. Mais tout ça, c'est pas grave. La communauté se retrouve. La femme du chef, elle ouvre la porte du restaurant. Et c'est ces communautés qu'il faut qu'elles se voient, qu'elles fassent la fête ensemble, qu'elles se retrouvent à travers les frontières, ainsi de suite. Et qu'est-ce que va servir les réseaux sociaux? Ils vont servir à alimenter cette rencontre qui est tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les 2 ans, entre les communautés. Et c'est ça à quoi servent les réseaux sociaux. C'est faire en sorte de faire vivre ces communautés. Mais ça n'enlève pas le fait de se réunir. Et quand on a entendu dire il y a quelques années par des grands sachants de la communication qui généralement ne sortent pas de leur bureau, je veux dire, ça fait en sorte de voir des gens, oh non, il n'y aura plus de salons, il n'y aura plus que des salons virtuels, ainsi de suite. Et bon, donc de toute façon, moi, quand j'écoute ça, je pars vite, je viens rarement dans des discussions. Je suis venu pour mon ami Sarnez qui m'a dit, il faut que tu viennes ici, donc je suis là. Donc, je dis simplement, faisons en sorte que nos communautés vivent encore plus serrées, donnons-leur des animations entre elles et que ces animations soient colportées par les réseaux sociaux.
J'aurais confirmé ce qu'Olivier Ginon dit, parce que moi j'ai eu une réunion il y a 15 jours à la mairie de Paris avec Anne Hidalgo et les partenaires d'un événement que j'ai créé à Paris pour elle qui s'appelle Biodiversitaire sur l'agriculture urbaine, Place de la République. Qu'est-ce que m'ont demandé les partenaires? Les partenaires, c'est des grandes entreprises, des filières professionnelles, notamment agricoles, et la maire de Paris, exactement ça. Garde, fais ton événement, cultive-le, fais cette mise en scène incroyable pendant 4 jours à Paris et fais-le vivre toute l'année sur les réseaux sociaux comme un lieu de forum et de débat, pour lequel l'événement devient le moment de grâce, le moment de partage et de communion, mais qui participe à un débat toute l'année avec cet outil des réseaux sociaux. C'est exactement la même analyse. Pardon. Vous confirmez, Didier, ce que dit Olivier Ginon et ce que dit Gad? Je reviens juste sur la question initiale qui était effectivement comment on fait vivre une communauté à Cannes pour accueillir des événements. Et nous, on a inventé, il n'y a pas si longtemps que ça, le hashtag Acting for Cannes. Et on a réuni l'ensemble des socioprofessionnels cannois et de l'écosystème cannois. Je redis ce terme parce que j'y crois dur comme fer. C'est-à-dire que le lien qu'on a tissé entre nous, le lien de confiance, de bienveillance et de l'envie de bien faire, fait qu'on se réunit tous derrière ce hashtag parce qu'on représente tous à notre niveau la destination Cannes. Et je reparle toujours de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, encore une fois, je le redis parce que là aussi, je suis convaincu, une chaîne, elle ne tient que sur ses maillons forts et elle casse sur un maillon faible. Donc il faut absolument renforcer les maillons faibles pour que tout le monde soit au même niveau et au même niveau, je dirais, d'excellence dans l'accueil et dans l'organisation de congrès. Alors, ce que disait Olivier Ginon, justement, c'était qu'il y avait le côté digital. Vous avez des greeters ici à Cannes, c'est ça? Et oui, alors nous, on a effectivement lancé il n'y a pas longtemps une action qui vise à associer la population à l'accueil de nos visiteurs, qu'ils soient des visiteurs loisirs ou des visiteurs d'affaires, pour organiser des visites par des Cannois qui racontent leur ville à des visiteurs étrangers. Qu'ils soient français, européens ou internationaux. Et donc, l'idée, quoi de mieux que de découvrir Cannes à travers l'expérience de quelqu'un qui y vit à l'année et qui va vous faire découvrir la rue inattendue, un mur peint quelque part, vous parler d'un petit resto sympa que vous n'auriez probablement pas découvert parce qu'il n'est pas dans TripAdvisor, et donc le numérique ne résout pas tout, mais le numérique permet de garder le lien. En tout cas, pour moi, je le vis comme une espèce de transhumanisation de la relation, qui est de dire, en fait, le numérique permet d'accélérer et d'accroître et d'élargir son contact. Voilà, c'est son niveau relationnel. Et pour preuve, tout simplement, les réseaux sociaux permettent de garder le contact, ne serait-ce qu'avec des gens qu'on ne voit pas au quotidien. Mais et c'est exactement ce que tu disais, c'est-à-dire qu'on ne se voit pas de 2 ans, 3 ans, on garde le lien, et quand on se voit, c'est comme si on s'était quitté la veille. Voilà. Et donc il y a cette relation humaine qui se met en marche, et de toute façon, je suis d'accord avec ce que dit Olivier Ginon. Évidemment que les salons, les rencontres, les conventions ont toujours de l'avenir parce que l'être humain est un animal social et qu'il a besoin de se voir, d'échanger, de parler, de rencontrer. Olivier Ginon, vous voulez dire quelque chose? Je voulais simplement dire que tout ce que vous dites sur ce que vous faites à Cannes, c'est la base du professionnalisme d'une organisation pour pouvoir bien faire recevoir des communautés. Et ça, c'est primordial. Il y a certaines villes qui disent moi j'ai investi dans un palais des congrès et ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? C'est simplement que pour qu'une mayonnaise soit bonne, il faut les bons ingrédients. Et que les bons ingrédients, ça ne vient pas que d'un investissement. Alors, il faut des femmes et des hommes qui soient motivés, qui aient des nouvelles idées. Et le liant. Parce que vous avez beau avoir les bons ingrédients, le bon chef qui sait faire la recette, mais si vous n'avez pas le liant, c'est-à-dire en gros c'est la bienveillance. Il doit bien aimer la cuisine aussi, parce qu'il est comme moi. J'ai vécu 13 ans à Lyon. Et la vision aussi, Didier, j'imagine, c'est aussi une vision. Parce que vous passez des rencontres in Days qui sont des professionnels du tourisme au Festival de Cannes, à un festival de musique électronique sur la plage, un concert de Sting sur la terrasse. Donc c'est assez éclectique finalement. Mais oui, mais il faut une vision. Il faut une vision. Il faut que cette vision elle soit partagée. C'est-à-dire que la vision, si c'est que celle du maire de Cannes, que celle de Didier Vescovi, que celle du président du syndicat des hôteliers, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment qu'on la mette ensemble et qu'on arrive à définir un dénominateur commun. Et je crois qu'à Cannes, on a la chance d'avoir réussi à faire ça et que maintenant tout le monde est aligné derrière cette vision-là.
François Guarino, vous présidez FG Design. Donc vous avez coordonné ces rencontres, co-organisé ces rencontres In Today's avec Résonance notamment, et le Palais des Festivals, et la région. Faire des stands qui ne sont pas des stands, enlever finalement toutes ces barrières, mettre tout le monde en plein milieu justement pour recréer une agora, j'ai envie de dire, antique. C'est ça aussi qui est révolutionnaire, c'est aussi dans le cadre, parce qu'effectivement il y a le lien, il y a le côté digital, il y a le côté humain, comme disait Olivier Gillot. Révolutionnaire, c'est prendre des risques, c'est voir les choses différemment, se remettre en question, aller dans d'autres univers. C'est la révolution intellectuelle. Quand on interroge un bureau d'études, on dit tu vas pas mettre de cloison, tu vas faire les lieux différents. Alors tout de suite, c'est un grand point d'interrogation. Et on y arrive. Et on voit ici encore une fois que la convivialité est présente juste parce qu'on a déstructuré tout simplement, qu'on a arrêté les barrières et que les gens communiquent déjà entre eux, entre les startups, les institutionnels et autres. Donc il y a déjà un lien qui se fait naturellement. Mais c'est facile de faire passer ça. Il faut un changement de mentalité, peut-être pour tous les quatre, la question. Oui, c'est facile, mais c'est toujours une prise de risque. Dans Révolution, il y a une prise de risque. Donc on est des visionnaires parce qu'il faut qu'on trouve le bon truc au bon moment, juste avant les autres. Ça, c'est notre vie de notre quotidien. Mais en même temps, il faut une prise de risque parce que c'est pas toujours facile. Pas trop tôt non plus. Pas trop tôt non plus, voilà. Oui. Mais voilà, c'est la balance. Il y a un timing... Bah oui, il y a un time to market parce que quand on a raison trop tôt, généralement, on est un peu marginalisé. Et du coup, il y en a qui prennent l'idée après, derrière, qui rebondissent dessus et qui vous doublent. Donc, c'est bien d'être en avant-garde, mais pas trop non plus, en risque d'être décalé par rapport à l'attente du marché. Gad ? La société tout entière est en mouvement. On le voit tous les jours. Nous, on l'a vu, alors à part toi qui n'as que 3 ans d'expérience, que tu es très jeune, mais nous qui sommes un peu plus âgés et qu'avant... on vit plus vieux. On vit plus vieux aussi, oui. On est nourri par nos collaborateurs, on est nourri parce qu'on embauche des gens beaucoup plus jeunes que nous, ou même nos propres enfants, des fois meilleurs que nous, mais nos propres enfants, on voit bien, moi j'ai des enfants qui sont encore jeunes, je vois que pour eux, le monde vidéo est un monde qui les passionne, parce que pour eux, ils ont le vocabulaire numérique immédiat avec leurs doigts, mais qu'est-ce qu'ils aiment ? Se retrouver pour jouer ensemble. Mes enfants, ils vont moins voir ce que moi j'allais voir quand j'étais enfant, mais ils vont voir des grands salons de jeux vidéo, ils vont participer à des championnats de jeux vidéo, et il y a 10 000 jeunes dans la salle, et les 10 000 jeunes, ils ont envie d'être ensemble, ils ont envie de vibrer ensemble, ce qu'Olivier Gillot disait tout à l'heure. Le vivant et l'envie d'être ensemble n'est pas antagonique avec le fait d'être au dernier cri numérique. L'un se nourrit de l'autre tout le temps, tous les jours. Et c'est une réalité sociologique de fond. Les jeunes de 17 ans ou 18 ans ou 20 ans aujourd'hui, ils iront peut-être moins ou pas dans les stades de foot, mais ils iront demain dans les palais des congrès voir des championnats du monde de Tomb Raider ou de Ils y vont déjà. Ils y vont déjà. En Asie, en Amérique du Sud, même à Paris. À Paris, c'est 20 000 jeunes qui vibrent ensemble pour voir des gars en train de jouer sur des consoles. Mais c'est la même... Ce que vous dites, c'est qu'il faut gérer les équilibres et pouvoir les anticiper, c'est ça ? Et embaucher des jeunes et se laisser envahir par eux, qui nous racontent le monde qu'on doit bâtir pour eux, qui prendront nos suites dans les 10-15 ans qui viennent. Il y a aussi hors des salons, hors des organisations et des palais, il y a aussi des manifestations Burning Man qui se créent comme ça et qui prennent un essor parce que ça correspond à une tendance, ça correspond à une communauté. Donc là aussi, il y a des gens qui font entre des salons conventionnels, des manifestations en parallèle, aux mêmes dates, qui même sortent des salons pour faire leur convention. Il faut aussi se mettre en tête que tout bouge et les clients veulent aussi parfois être différenciés, donc ils vont se servir d'une date de salon. Donc ça aussi, il faut faire attention pour créer un événement en parallèle. Burning Man, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plus d'1 million de personnes pendant une semaine en plein désert du Nevada. C'est-à-dire qu'il y a une ville d'1 million de personnes qui se crée en plein désert du Nevada, avec toutes les contraintes que ça peut poser en termes de logistique, de nourriture, de sanitaire, etc. Enfin, incroyable. Donc ça, il faut anticiper ce genre de tendance. Le mot de la fin, c'est à vous que je donne, Olivier Gillot, puisque vous êtes arrivé en dernier, last but not least, sur cette révolution. Ça vous fait rire. Le mot de la fin, c'est simplement, je vais essayer de reprendre ce que vous avez dit en n'allant pas trop vite. Je crois qu'il faut de la vision, mais il ne faut pas être utopiste. C'est-à-dire qu'il faut
être toujours proche du terrain, un peu les pieds dans la terre, et se dire qu'est-ce que notre client il a besoin, qu'est-ce que notre organisateur il a besoin, et qu'est-ce qu'on va faire en sorte, parce que le besoin pour l'organisateur ou pour celui qui loue un lieu, c'est quand même la réussite de la manifestation qui va s'y trouver. Et il est impératif aujourd'hui que le message qu'on fait passer aux institutions locales, aux collectivités locales, c'est que c'est bien d'investir dans du béton, mais qu'il faut investir aussi dans le soft, et qu'il faut accompagner les opérations, parce que toute opération qui se crée, pour moi, il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas un mélange de professionnalisme, de public et un peu de privé, enfin beaucoup de privé et un peu de public, et le public, par sa caution à la fois morale des shows qu'on crée, on en a besoin parce que on est aujourd'hui dans une compétition locale, nationale, régionale, mondiale sur des événements, et il faut être l'événement de référence si on veut pouvoir marcher. Et d'être l'événement de référence, c'est celui qui aura les moyens de pouvoir construire. Il faut du temps pour construire un événement. Je parlais tout à l'heure du Sérail, du Bocuse d'Or. On le fait dans 60 pays. 60 pays, la compétition qui va se réunir ensuite au niveau continental pour finir à Lyon tous les 2 ans. Et tout ça, ça fait, si vous voulez, des manifestations. Quand je vous parlais tout à l'heure, 33 TGV, c'est 17 000 visiteurs de plus. On est à 225 000 visiteurs sur 5 jours. On se rend compte, si vous voulez, que pour faire cela, il faut du temps. Et le temps, pour l'avoir, c'est une espérance de vie d'entreprise, c'est une espérance de vie des équipes, c'est des collaborateurs qui soient fondamentalement acquis à leurs produits, acquis à leur entreprise pour pouvoir durer. Et je crois que notre métier a besoin de durer. Et que quand certaines décisions sont prises d'une manière active par des organisateurs, et c'est très souvent vite la mort des manifestations. Et moi, je vois quand, de temps en temps, on est en compétition, même très souvent, sur de la gestion de sites qui ont des manifestations. Alors, il faut faire attention, GL Events, ils sont dans le monde entier. Ils vont emmener la foire de Lyon à Bordeaux ou à Acapulco. La foire de Lyon, elle va rester à Lyon. Je crois que ce qui est important, c'est du pragmatisme. Voilà, si j'avais un mot à dire. Et j'étais très content. Le pragmatisme, le changement de paradigme, l'identité, l'humain. En tout cas, on a compris que c'est un exercice pour tous les 4 d'équilibre byzantin. Merci à tous les 4. Je rappelle donc François Guérino, président de FG Design. Décidément, entre les noms. Je ne savais pas. FG Design, Paris, Cannes. Gad Veil, donc directeur général de la place grand public. Vous, Didier Vescovi, donc directeur général de ce palais des festivals de Cannes, et Olivier Ginon, je l'ai bien dit cette fois-ci, c'est bien le président de GL Events partout dans le monde. Merci à tous les 4. Je voulais juste ajouter un mot, pardonnez-moi. Merci d'être venus, d'être pour la première fois nos partenaires, nos clients exposants, et merci à l'organisation, merci à vous, et merci à tous ceux qui ont fait en sorte que cet événement existe pour la première fois. Merci beaucoup.